Yaorana, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 5 février. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Plombé pour les 400 élèves bloqués par l'éboulement du PK 43. Et les établissements du public et du privé s'organisent. Cours à distance pour les uns, internat dans un autre établissement scolaire pour les autres. Et des solutions pérennes ont été trouvées. 5 heures de vol pour relier Tahiti et les îles sous le vent pour au final faire demi-tour et retourner à la case départ. C'est ce qu'ont vécu une centaine de passagers hier soir. En cause, les fortes intempéries qui ont empêché les appareils de se poser. Et des intempéries qui vont se multiplier dans les prochains jours avec l'arrivée d'une dépression tropicale modérée et d'un second système dépressionnaire. Nous allons faire le point sur la situation météo du territoire avec nos deux invités. Philippe Fressinet, directeur de Météo France pour la Polynésie, et Cédric Rigolet, directeur adjoint de la protection civile. Des intempéries qui ravivent les mauvais souvenirs et les traumatismes des anciens sinistrés de la vallée de la Naroata. Malgré les travaux réalisés pour faciliter l'écoulement de la rivière, les habitants vivent dans la crainte. Enfin, une solution pérenne pour les 400 élèves bloqués par l'éboulement du PK 43. Depuis quelques jours, une partie des enseignements se fait à distance, mais dès demain, certains élèves seront accueillis dans les établissements périphériques. C'est le cas à Hiti Aotera où s'est rendu Sam Tainaore. Des dons qui ont été faits par l'APE et le FSE et une partie est prise en charge par le collège. Il est question là du petit déjeuner qui sera proposé aux 26 élèves scolarisés au collège de Taravao, résidents de Hiti Aotera, qui seront accueillis dès demain matin au collège de Hiti Aotera. Ce sont des élèves de niveau 6e jusqu'à la 3e et quelques-uns de SECPA. Depuis quelques jours, les équipes pédagogiques des deux établissements travaillent ensemble pour mettre en adéquation leurs enseignements. Évidemment qu'aujourd'hui, la séquence de la collecte de Hitia, elle n'est peut-être pas sur la même séquence que celle de Taravao. Monsieur Touré, qui est le directeur de la SECPA, va très prochainement, et il est déjà en contact avec certains enseignants, pour justement donner un peu les grandes lignes de la pédagogie à voir un peu auprès de ces élèves-là. Une convention a été passée entre les collèges de Hiti Aotera et Taravao pour la prise en charge du transport des 26 élèves concernés entre leur résidence et le collège, ainsi que leur déjeuner. D'autres enfants résidents de Hiti Aotera et scolarisés à Taravao n'ont pas bénéficié de ce type de prise en charge. Reihei, Mauri et Taimondra sont scolarisés au collège du Sacré-Cœur de Taravao. Ils ont reçu des cours via Internet et tentent de s'entraider pour avancer. Ça nous aide vraiment parce que le fait qu'on soit trois pour travailler ensemble, on peut en discuter, des réponses, des travailler en équipe et puis voilà. Les trois amis passent leur DNB à la fin de l'année. Ils se sentent fortement lésés. À la maison, on n'est pas très à l'aise pour faire nos devoirs et tout. Mieux vaut suivre les cours en classe. Très compliqué parce qu'on n'est pas au même niveau avec les autres de notre classe. Donc nous, on est toujours à un niveau plus bas qu'eux parce qu'on n'a pas tous les cours et que les autres, ils sont toujours en avance alors que nous, on est toujours par exemple, sur un cours qui date de la semaine dernière. Difficile de trouver une meilleure alternative. Les élèves de 3e du collège du Sacré-Cœur devaient passer un examen blanc cette semaine. Il a été reporté. Et du côté des établissements privés, on s'organise également. Et les élèves qui ne peuvent pas bénéficier d'un internat suivent les cours à distance. Focus sur le collège-lycée du Sacré-Cœur de Taravao avec Esther Parau-Cordet. Tu as pu récupérer quelques activités ? Tetupaya a retrouvé le sourire. Cet élève de 6e échange enfin par visio avec son professeur. Les 2 semaines passées à travailler seul chez lui a semblé long. D'un côté, je le vis mal parce que c'est compliqué de suivre les cours sans notre professeur. L'établissement met en place des plateformes numériques pour pouvoir communiquer avec les élèves. Donc communiquer les documents, les exercices à faire. Pour les élèves qui n'ont pas les outils nécessaires, moi, par exemple, j'ai un élève dans ce cas-là et j'imprime les papiers, les documents des enseignants et je dépose avec la sœur. Et régulièrement, j'appelle pratiquement tous les jours si ça va bien avec l'élève. Je prends contact avec la famille. Mais il est absente ? Dans cette classe de 6e, sur 23 collégiens, 7 manquent à l'appel en raison de la route fermée à Hitiaa, mais aussi des grosses pluies.
La situation des élèves bloqués de l'autre côté de Hitiaa, ce professeur l'a plus ou moins déjà vécu lors de la crise Covid. Là, il faut qu'on gère en simultané 3 cas, les élèves en classe, les élèves à la maison connectés, qui peuvent dans le coup faire quelque chose d'assez augmenté, très proche de ce qu'on fait en classe, et les élèves à la maison non connectés. Et là, il n'y a pas eu toute la procédure avec la mairie ou la police municipale qui va distribuer les livrets papier dont ils ont besoin. Donc, c'est plus compliqué à mettre en œuvre encore qu'à l'époque du confinement. Sur 930 collégiens et lycéens, 64 sont contraints de suivre leurs cours à distance ou de faire le tour de l'île. La continuité pédagogique est à la fois le choix de l'établissement et des parents. Voilà, il y a des parents qui sont rapprochés en disant que non, nous voulons garder nos enfants, vu la situation actuelle aussi qui ne s'améliore pas. Nous voulons garder nos enfants, ils espèrent que cette continuité soit mise en place et qu'elle soit efficace. La direction est ouverte à la discussion pour approcher ces élèves de l'établissement et pour soulager le travail de ces enseignants, car les travaux de la route OPK 43 de Hitiaa risquent de durer à cause du mauvais temps. Ça devait être un trajet de 45 minutes, il a finalement duré près de 5 heures. Hier soir, les fortes pluies ont contraint 2 appareils d'Air Tahiti en direction des Raromat Ay de faire demi-tour. De retour à Tahiti à plus de 21 heures, la centaine de passagers a dû se débrouiller en attendant leur vol du lendemain. Laure Philibert et Ronnie Moufat. Il est un peu plus de 21h à l'aéroport de Tahiti-Fa'a quand les vols VT 488 pour Rayatea et VT 499 pour Wahine atterrissent. À leur bord, un peu plus d'une centaine de passagers partis de Tahiti dans l'après-midi en direction des Raromat Ay. Johanna ne s'attendait pas à faire demi-tour. On a fait le tour de Wahine. Après, on est parti sur Bora à cause du mauvais temps. Et après Bora, on a décidé de nous faire revenir sur Tahiti. Quand même, vous savez, c'est pluvieux aujourd'hui. Hein? Oui. On a toujours mentionné ces cycloniques, tout ça. Hein? Et voilà le résultat ce soir. Vous avez mangé quelque chose? On est venu dans l'avion, on nous a donné un verre de jus. Sur l'autre vol en direction de Rayatea, Gaston et Alexandrine arrivent 10 minutes plus tard. Eux aussi déplorent un manque de communication de la part de la compagnie domestique. On a fait le tour en haut, après il nous a dit on va nous débarquer à Bora. Très long, hein? Presque 4 heures. Hein? Ce sont les aléas, mais le truc que nous on a un peu entre les dents, c'est qu'aucune information. On nous dit que l'avion va être dérouté sur Bora, ok, ça c'est une chose, c'est pour la sécurité de tout le monde. Mais de Bora à Papeete, aucune information comment ça va se passer. Soit on va dormir là, devant, et en attendant que Air Tahiti nous fasse un retour pour qu'on puisse rentrer. La directrice commerciale d'Air Tahiti indique que la compagnie n'étant pas responsable de la météo, les passagers seront uniquement exemptés de frais de modification des billets. Les problématiques météorologiques, les frais de modification sont levés. Entre le moment où on a le bulletin météo et le moment où on arrive sur l'île, les conditions météorologiques peuvent s'être dégradées. Ce qui a été le cas hier sur Wahine. L'avion s'est dérouté sur Bora Bora. Ils ont attendu pour voir si ça s'améliorait. Ça n'a pas été le cas, donc la décision a été prise de revenir sur Tahiti. Donc on leur adresse nos plus sincères excuses. Air Tahiti maintient son programme de vol, mais la compagnie domestique est susceptible de l'adapter en fonction de l'évolution des conditions météo. Elle recommande de consulter régulièrement son site internet. Et du côté des prévisions, justement, Mopelia vient d'être placé en vigilance orange pour vent violent, une dégradation qui annonce l'arrivée d'un système dépressionnaire baptisé Nat. En parallèle, de fortes pluies s'abattent sur les îles de la Société, accompagnées de fortes rafales de vent. Pour en parler plus en détail, nous recevons justement en plateau le directeur de Météo France pour la Polynésie et le directeur adjoint de la protection civile, Philippe Fraissinet et Cédric Rigolet. Yaorana. Yaorana. Donc c'est donc une dépression tropicale modérée qui s'approche de nos îles. Chez Météo France, vous la surveillez déjà depuis plusieurs jours. Elle se dirige pour l'instant vers le sud-est. À quoi doivent s'attendre les îles qui sont sur sa trajectoire? Alors effectivement, elle a été nommée ce matin par le centre météo de Fidji en tant que dépression tropicale modérée. Ça veut dire qu'on a des vents au centre qui dépassent les 64 km/h
et elle se dirige vers le sud-est en passant d'abord au plus près de Mopelia dans la journée de demain, et puis ensuite au plus près des îles sous le vent le lendemain, donc mercredi, et enfin elle passera près des îles du vent dans la journée de jeudi. Donc là, elle va se renforcer encore un petit peu en tant que dépression tropicale forte, et après vraisemblablement elle va de nouveau s'affaiblir quand elle sera près des îles du vent. Donc vent, houle et pluie sont attendus alors? Exactement, c'est les 3 paramètres toujours qui sont associés à ce type de phénomène. Donc des fortes pluies, des vents forts, mais qui décroissent très vite en fonction de la distance au centre du phénomène, et de la forte houle qui peut se propager à des fortes distances. Nat n'est pas le seul sur le territoire. Un autre système dépressionnaire a touché aujourd'hui les îles sous le vent et les îles du vent. Il se déplacera prochainement au Tuamotu. Il est de plus faible intensité. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de menace ? Alors, si, il y a on n'est pas effectivement dans la même intensité qu'une dépression tropicale qui est nommée, mais par contre, vous avez pu le constater aujourd'hui, on a des risques qui sont importants. C'est pour ça qu'on était en vigilance orange, et on a recueilli par endroits des cumuls de pluie qui ont dépassé les 100 mm, voire même les 130 mm en 12 heures. Donc il faut bien se rendre compte que 100 mm, c'est 100 litres d'eau mètre carré, c'est énorme comme quantité quand on le reçoit en moins de 12 heures. Cédric Rigolet, vous êtes donc le directeur adjoint de la protection civile. Quelles sont les dispositions qui sont pour l'heure mises en place ? Alors ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est un suivi depuis le début. Depuis vendredi, on suit évidemment l'évolution de la dépression tropicale qui a été nommée, comme Philippe Fraissinet l'a dit. Et puis on réunit l'ensemble des services pour se préparer aux effets de cette dépression, y compris aux effets de la dégradation qui touche aujourd'hui les îles de la Société. Est-ce que ces restrictions, est-ce que d'autres restrictions, est-ce que des restrictions tout court sont prévues, comme par exemple la fermeture des écoles, l'interdiction d'aller en mer, etc., ou ce n'est pas encore d'actualité pour l'instant ? Non, jusqu'à aujourd'hui, on a simplement suivi, monitoré ces 2 dépressions-là, ces 2 dégradations. Aucune restriction n'a été prise pour l'heure. Des points de situation très réguliers sont réalisés chaque jour depuis vendredi. Le prochain aura lieu demain matin, et on évaluera avec l'ensemble des services, et on proposera au commissaire, si besoin en était, des mesures de restriction. La dépression météorologique modérée a donc été baptisée Nat, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'était par les services météo de Fidji. Lorsqu'on le baptise un phénomène comme cela, c'est qu'il s'intensifie, qu'il prend de l'ampleur. Sommes-nous encore loin du risque du cyclonique, ou est-il en train de se concrétiser peu à peu ? Alors, on est très loin, si vous voulez parler du risque d'un cyclone. La vitesse des vents à partir de laquelle on parle de cyclone, c'est 120 km/h en moyenne. Donc vous voyez, là on est à 64 km/h, on n'est même pas encore au stade de la dépression tropicale forte, donc on est très très loin, et il ne sera en aucun cas question de toute façon d'un cyclone pour cette dépression-là. Et puis pour les autres qui sont également sur le territoire, il y a un risque de cyclone, où là aussi on peut rassurer, il n'y a pas de risque. Alors il n'y a pas de risque à courte échéance pour un cyclone. Après la saison, on est en plein dedans, est encore longue, et je ne peux pas préjuger encore de ce que sera la fin de la saison. Dernière question, Cédric Rigolet. Aujourd'hui, le message à faire passer auprès de la population, ce n'est plus que l'anticipation, c'est plutôt la préparation et être en garde, en fait, être sur nos gardes, faire attention. Oui, absolument. Ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est qu'en dépit du fait qu'on parle de la dépression Nat ou d'une autre dégradation, il faut absolument aujourd'hui consulter la vigilance météorologique qui est diffusée par Météo France et adapter ses comportements. On l'a vu, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, de la houle qui va arriver, et donc on respecte les consignes de sécurité qui sont diffusées sur les sites à la fois de Météo France, mais aussi sur le site des différentes autorités. Et on est extrêmement vigilant par rapport à ces pratiques en montagne, par rapport aux pratiques des activités nautiques. On veille à se protéger. On faisait attention précédemment, on se préparait à vivre les dégradations. Aujourd'hui, on est confronté à ces dégradations et on prend des mesures de vigilance encore plus renforcées. Eh bien, la vigilance est donc de mise. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces précisions. Merci. Et ces intempéries réveillent de mauvais souvenirs, notamment dans la vallée de la Nahuatl à Pirée. Crues, coulées de boue et inondations, les riverains n'ont pas oublié les dégâts de 2017. Depuis, le lit de la rivière a été renforcé par des structures en béton, mais c'est du côté de la montagne que le danger se présente. Les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol. Le lit de la rivière a bien changé dans la vallée de la Nahuatl.
À plusieurs endroits, d'imposantes parois bétonnées se sont dressées depuis la catastrophe il y a 7 ans. Les travaux ont été réalisés pour faciliter l'écoulement des eaux si la rivière vient à gonfler. Les passerelles sont surélevées pour éviter que les troncs d'arbres, des branches et autres encombrants se coincent. Avec les signalements des riverains d'ici, qui ont signalé que le danger venait d'en haut, avec des arbres qui sont abandonnés depuis des années, et que voilà, mais aujourd'hui que l'équipement aussi, ils ont monté en haut, ils ont fait les travaux que j'avais toujours espérés. Entre le cours d'eau et la montagne, on compte pas moins de 800 habitations dans cette vallée. La zone est classée à risque, mais les riverains vivent ici de génération en génération. Vanessa se souvient de la nuit du 21 au 22 janvier 2017. Elle a vu une partie de sa maison détruite par la crue. J'avais de l'eau devant de la route et j'avais de l'eau qui était où il y a eu le détournement de la rivière à l'arrière. L'événement m'a beaucoup marqué. Après, mes enfants, dès qu'il pleut, il y a cette inquiétude. Ils restent en alerte, mais avec beaucoup d'angoisse. Son habitation est construite entre la route et la rivière. Comme ses voisins, cette mère de famille craint une nouvelle crue et la puissance de Mère Nature. Le mauvais temps actuel réveille forcément les mauvais souvenirs. Je me lève dès que j'entends des vibrations, parce que les vibrations de pierre, je les ressens jusqu'à dans ma cuisine. Après, il y a cette odeur de boue, de fond, de vase qui se remonte. Donc il n'y a pas de troncs d'arbres, il n'y a pas de déchets encombrants qui se déversent de là-haut. Ça se passe bien. Mais une fois qu'il y a des troncs d'arbres qui passent, je reste inquiète. Vanessa redoute de devoir évacuer les lieux en urgence si les intempéries s'intensifient et que le risque d'inondation est inévitable. Focus maintenant sur une formation particulière. Et si les questions de sécurité, de défense et de géopolitique vous intéressent et que vous avez entre 20 et 30 ans, la formation proposée par l'Institut des hautes études de défense nationale, l'IHEDN, va vous intéresser. La dernière formation de ce type a eu lieu il y a 12 ans sur le territoire. La prochaine se déroulera entre le 18 et le 23 mars. Une semaine de formation en internat qui comprendra des visites de sites militaires, des conférences et des travaux de groupe. Le directeur adjoint de l'IHEDN nous éclaire sur les enjeux et bénéfices de cette formation. On l'écoute au micro de Hina Notali. Ce qu'on apporte à ces jeunes, et notamment à la session jeune, d'abord c'est des connaissances sur les grands enjeux stratégiques, les questions des câbles sous-marins, les questions de climatique, sur les grands enjeux géopolitiques dans la région, le rôle des grandes puissances dans la région, sur l'organisation d'outils de défense. Mais aussi, on apporte une habitude de réfléchir en commun et puis des connaissances. À la fin de la session, les auditeurs de la session en région, les auditeurs jeunes, auront créé un réseau d'amis qui les suivra toute leur vie. On dit souvent qu'à l'IHEDN, on se forme en quelques jours des amis d'enfance, même à l'âge de 40 ou 45 ans. Donc c'est vraiment un réseau extrêmement efficace. A noter qu'il ne reste plus que 9 places sur les 30 qui étaient disponibles. Vous pouvez retrouver un article détaillé avec les prix de la formation et le lien d'inscription sur notre site d'actualité TNTV News. Du sport pour terminer ce journal. Après 14 heures de vol, les Tikitois sont arrivés à Dubaï pour la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde. Elle débutera la semaine prochaine. La sélection de Tahiti de beach soccer a jusqu'au 15 février pour récupérer, comme nous l'explique l'un des gardiens de l'équipe, Jonathan Torohia. Un peu lent, hein, mais voilà, on est content d'être là aujourd'hui. Après une bonne préparation qu'on a fait au Brésil, et voilà, je pense qu'on attendait tous ce moment d'être enfin sur Dubaï. Quel va être le programme dans les prochains jours? Voilà, d'après le coach, c'est d'absorber le décalage horaire déjà, de bien s'acclimater au temps et de bien se récupérer du long trajet. Avec les premiers entraînements directement? Oui, je pense que le programme d'aujourd'hui sera un entraînement cet après-midi, avec ce matin une petite récupération et voir un peu comment se passe le reste de la journée. Super. Les Tikitois affronteront l'Argentine lors de leur premier match de poule de cette Coupe du Monde, un match qui sera bien sûr à suivre sur TNTV.
Et c'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Juste après votre émission To'u Whenua, To'u Ora, voyez en épisode d'enquête exclusive. Excellent début de semaine à tous, attention sur la route. Et quant à nous, on se dit à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.